Ça y est, ça marche. Espérons. La connexion Internet est capricieuse ce soir. Eh ben voilà. Alors, écoutez, ce soir, je vais laisser un petit peu tout le monde se connecter, mais globalement, on va commencer ce live un petit peu particulier. C'est bien sûr le live mensuel autour des vins du coffret de chef-d'œuvre à la sélection. On va essayer un petit peu de découvrir le contenu de ces coffrets, vous dire un petit peu pourquoi on a fait ces choix et puis surtout ce qui caractérise évidemment chaque cuvée. L'idée c'est que bien sûr au fur et à mesure des découvertes qui sont vraiment qui est vraiment la ligne conductrice évidemment de cette offre de chef-d'œuvre à travers des coffrets, c'est bien sûr de découvrir, de se laisser prendre par la main. Alors on va vous expliquer un petit peu bien sûr ce qui fait la singularité des vins de septembre, mais surtout après vous parler un petit peu aussi d'octobre et puis des autres lives qu'on va faire très prochainement avec l'équipe de Shader. Donc en tout cas, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver, merci de votre fidélité à ces vidéos. On va essayer de faire des choses bien et pas trop longues quand même si évidemment quand on a un tire-bouchon et plein de bouteilles face à soi, on a forcément envie de les ouvrir. En ce moment, en plus que bien sûr d'habitude. Alors, évidemment, je vais commencer la présentation de ces coffrets par la base, par le coffret version originale de chef-d'œuvre. Alors, je rappelle pour les personnes qui ne connaissent pas les fondations de ce coffret, c'est 3 instants de consommation. On pense vraiment, on en est convaincu que chez chef-d'œuvre, eh bien, les moments dépendent évidemment du contexte, de la situation, de plein de choses, peut-être de l'envie du prix, puis du public qu'on a en face. Donc, constituer une cave, c'est pas juste aller vers ce qu'on aime. Des fois, c'est découvrir, mais c'est aussi comprendre un petit peu les mécaniques de consommation, parce que avant de fixer des objectifs pour construire sa cave, il faut bien sûr être conscient que c'est parfois les us et coutumes de consommation, les moments où on boit du vin qui définissent un petit peu le besoin de la cave. Et ça, de manière assez régulière, les personnes me disent est-ce que j'ai 1200 bouteilles dans ma cave, est-ce que c'est suffisant et autres. Enfin, moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que 1200 bouteilles dans une cave, c'est déjà magnifique, mais c'est surtout que ça dépend de la manière dont vous consommez et de surtout de ce que vous aimez. Donc, le fondement de ce coffret, c'est de découvrir 3 instants de consommation, un plutôt à l'improviste, qui est une bouteille qui est globalement assez abordable, souvent moins de 20 euros, que l'on peut ouvrir avec plaisir, avec de l'instantanéité dans les produits, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de l'attendre. Et puis surtout, après, derrière, elle met en relief, je dirais, une forme de gourmandise et de plaisir immédiat. Ça, c'est la promesse de certaines bouteilles dans le coffret de chez eux. La deuxième, c'est dîner en ville, qui veut dire un petit peu ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire que là, on rajoute peut-être un paramètre qui est celui du potentiel de garde, ou moins de demi-garde pour le deuxième vin. Et puis surtout, on monte un petit peu dans l'intensité gustative et surtout dans, je dirais, le prestige de l'appellation. Et puis on termine avec une bouteille qu'on appelle Il faut sortir l'argenterie. Donc on sort l'argenterie. Et là, pour le coup, c'est plutôt de la très belle bouteille à ouvrir dans un beau dîner avec des amis, ou alors pour une belle occasion. Le potentiel de garde est encore accru. Et puis, bien sûr, on monte un petit peu en gamme. Donc ça fait à peu près un coffret, sur le coffret à 79 euros de chef-d'œuvre. Il y a à peu près une bouteille à 20 euros, une bouteille à 25, 27, autres. Et puis une bouteille, on dépasse les 30. Donc, écoutez, nous, ce coffret de septembre, on l'a voulu un petit peu plus cocooning, forcément. Les températures vont commencer à baisser, même si on a quand même ici profité assez bien d'un été indien assez remarquable, qui d'ailleurs aura certainement servi à pousser les maturités de certains cépages tardifs assez loin. On souhaite en tout cas à tous les viticulteurs en 2020 une magnifique vendange. C'est bien parti pour une grande partie de la France, malgré parfois le manque d'homogénéité de la vendange. Mais on voulait simplement vous ramener avec cette première bouteille à l'improviste dans le côté un peu cocooning de consommation quand on met une petite veste où finalement on n'est plus tout à fait dans le peps, le côté zesté, le côté agrumé, frais, minéral des fois que l'on adore dans les vins plutôt estivaux. Et là on revient donc avec des bouches un peu plus confortables et une esthétique de vin qui nous sort évidemment de certaines fraîcheurs de latitude nord pour descendre un peu plus en confort. Alors moi je vous ai emmené là dans la vallée du Rhône septentrionale avec un coup de cœur qui a été assez immédiat. Le jour où, lors du salon Wine Paris, je suis passé sur le stand de François Villard. Alors François Villard,
c'est pas franchement la découverte du siècle, hein, c'est surtout un brillant interprète de Condrieu que, en tant que sommelier, je suis depuis le début des années 2000, mais qui a, lui, fait ses classes bien avant, puisqu'il était sommelier, François, faut le savoir. Il a fait son lycée viticole à Davaillé, donc dans le Mâconnais, et puis surtout après, il s'est installé à Saint-Michel-sur-Rhône au début des années 90, avec à l'époque évidemment l'envie de faire un des beaux Condrieu. Alors ça n'a pas marché tout de suite, hein. D'ailleurs il vous le dira si un jour vous avez la chance de le visiter, mais François a globalement, bon au départ un petit peu foiré, c'est pas foiré mais presque, ses premiers Condrieu, en tout cas il les avait revendus. Et puis très vite après il a été détecté par des grands journalistes comme Béthané de Sauvre et d'autres qui ont très vite compris évidemment le potentiel à la fois du bonhomme, mais aussi de ces terroirs assez magiques, il faut l'avouer, de Poncin, qui ont fait la réputation du domaine. Alors, petit à petit, le domaine a grandi, il a beaucoup grandi, assez bien d'ailleurs, avec Yves Cuilleron d'ailleurs, ça a été un des domaines qui s'est le plus étendu dans cette période, et il a participé effectivement à cette traction dans la région de reconnaissance à travers bien sûr les vins du domaine, mais aussi ceux qu'il a érigés de Sessuel avec Pierre Gaillard et Yves Cuilleron, donc les vins de Sessuel. Et puis vraiment très vite, il a affiné ses traits, même en faisant évoluer un petit peu son style et dans ses rouges et dans ses blancs, mais globalement, comme n'importe quel viticulteur, il a mine de rien beaucoup amélioré les courbes et les traits de ses cuvées. Alors évidemment, là on le prend sur l'appellation qui est peut-être dans la série des blancs, je dirais la plus abordable, la plus modeste, mais aussi une des appellations qu'il faut suivre de près quand on aime un peu les blancs à base de Marsanne et Roussanne en vallée du Rhône-Nord, puisque Saint-Péray, mine de rien, bah, c'est un beau terroir de blanc, historique, avec une petite surface viticole, donc globalement, elle est quand même assez niche, et elle permet en tout cas à l'amateur d'aller chercher en dehors de Saint-Joseph, de l'Hermitage et d'autres appellations qui des fois utilisent un peu de Marsanne ou de Roussanne ici et là en France. C'est quand même un des très très hauts lieux de la viticulture pour l'appellation, pour ces cépages, pardon. Alors, ce que j'ai adoré, moi en tout cas, dans la proposition ici, c'est que François, c'est quand même quelqu'un qui a été des fois un peu plus dans l'audace que d'autres sur la maturité de ses Condrieu, qui des fois allait chercher à accueillir des raisins en hyper maturité pour apporter un petit peu de volatile et donc de la fraîcheur dans ses Condrieu. En fait, il expliquait tout ça très très bien quand on passe au domaine, mais dans ces blancs, je pense que les dates de vendange sur les 2018 étaient vraiment subtiles, malgré évidemment le risque de cette nouvelle année chaude. Évidemment, le problème dans ces secteurs, c'est que quand il fait chaud sur des cépages qui ont des pH relativement élevés, avec des acidités basses, le risque, c'est de faire des vins remplan-plan, un peu trop épais, même un peu sans relief. Et malheureusement, quand on n'a pas de pédigré énorme dans le terroir, quand on n'est pas sur l'Hermitage, très vite, on peut vraiment retomber dans ce que finalement on n'aime pas trop, c'est-à-dire des blancs un peu pesants, assez saturants et nourrissants. Mais globalement, les dates de vendange opérées sur les Saint-Péray, notamment en 2018 chez François, à mon sens, sont vraiment très intéressantes. Et cet équilibre m'a vraiment séduit dès le départ. Alors, ce que j'aime surtout dans ces Saint-Péray de François, puis surtout dans quelques Saint-Joseph qu'il fait, hein, tout le monde connaît un petit peu la cuvée Merlan et d'autres cuvées que le domaine produit. Je vous parlerai un petit peu du bouchage, des détails après. Mais évidemment, François fait des vins qui sortent aussi avec ces cépages un petit peu aromatiques, qui tirent un peu sur la pêche de vigne et autres, on va en parler. François fait des vins qui sont un petit peu dans la fin des gammes aromatiques qu'on aime sentir en été, la pêche, l'abricot frais, toutes ces fragrances évidemment que les vins de la vallée du Rhône-Nord proposent. Donc ce qui est intéressant, c'est que globalement on prolonge un peu l'été, mais vous voyez, on va simplement gagner en texture, en chair, en gras, pour finalement un blanc un peu plus réconfortant. Alors, pour la petite histoire, bon, le domaine fait cette cuvée avec bien sûr tout le soin qu'elle met à faire des grands Condrieu. Ce qui est intéressant, c'est les fermentations sous bois que François a beaucoup maîtrisé vraiment très bien maintenant. Alors, pour la petite anecdote, ce vin est fermenté en levure indigène, mais dans des cuves, enfin, une partie en foudre et une partie en fût, quoi. Et puis, ce qui est vraiment beau, je trouve, dans la conjugaison proposée ici entre maturité, fraîcheur, panache, enfin, dimension variétale du cépage, un peu de terroir. Enfin, d'ailleurs, c'est pas le vin qui a la plus grande instance minérale et le côté hyper
granitiques ou calcaires de certaines lectures de ces appellations Saint-Péret. Mais globalement, ici, il y a je dirais, une intelligence, il y a du plaisir, il y a du confort, et c'est relativement agréable. Alors, en plus, la robe est super parce que je pense que les 18 là qui commencent à se patiner un petit peu, on voit bien que les maturités étaient bonnes, et on a cette robe très brillante et surtout un petit peu teintée, très dorée, qui est au service bien sûr du plaisir visuel. Alors, je vous en parle un peu aromatiquement parce que franchement, souvent, quand on fait des dégustations à l'aveugle, les beaux Saint-Péret de François, moi, au départ, j'hésite, parce qu'il y a quand même une petite instance aromatique, vous savez, qui déborde avec une petite pointe, je dirais, pêche de vigne, qui rappelle aussi, mine de rien, certains vionniers. Et on a cette dimension de type aromatique avec donc ce charme, mais peut-être moins dans la dimension exubérante que le vionnier propose. Et donc là, c'est peut-être, je dirais, la qualité, c'est que on sait que un grand viticulteur de Condrieu, enfin on les voit tous, hein, à Chabanais qui font euh, des, euh, des Condrieu et des Saint-Joseph, souvent les Saint-Jean ou les Saint-Péret, bon voilà, ils tirent un petit peu vers ces gammes aromatiques. Mais en tout cas, moi j'aime bien sentir je dirais ce côté cocon, très de fruits un peu pulpeux, encore un peu estival, un peu chaud, auquel s'ajoutent des petites touches un petit peu de plantes, d'infusion, on a des petites touches très subtiles, et puis un boisé qui est finalement extrêmement doux, extrêmement caressant, un tout petit peu, je dirais, qui apporte une petite pointe mellifère, mais qui a vraiment beaucoup de légèreté. Alors, il n'y a pas d'instance boisée vanillée, c'est ce que j'aime bien, on est vraiment la chauve blonde très intelligente d'un fût qui finalement accompagne un petit peu l'ensemble, mais sans jamais le dominer. Et puis bien sûr, la promesse, elle est surtout. Alors on sent aussi un petit peu, hein, je repasse sur le nez, mais on sent aussi un petit peu l'amertume légère des marsannes. Et ça, c'est quelque chose qui est fort parce que la marsanne, c'est pas le cépage d'acidité, c'est le cépage de l'amertume. Il faut savoir gérer, doser ce sentiment, évidemment. Des fois, ça peut faire des vins alcooleux avec beaucoup d'amertume. Et là, évidemment, si on n'est pas sur l'Ermitage, ça peut très vite devenir pesant. Donc là, la gestion je dirais, de l'assemblage est très chouette, et puis surtout, la maturité est parfaite. Alors, que vous dire sinon? Bah voilà ce que je voulais. Ça illustre très bien en fait ce Saint-Péret, ce que l'intention de François depuis ses débuts, hein, c'est-à-dire vraiment travailler les vins avec une amplitude et une générosité, mais qui soient sans caractère pesant. On a vu, par exemple en 2017, des Condrieu montés à 14,5, des fois 15, avec évidemment des matières beaucoup plus imposantes. Là, on revient en fait, je pense, en 18, malgré euh, la richesse de l'année, on revient à des équilibres un petit peu plus en sensation, un peu plus frais. Et je pense que 18, dans sa dimension un peu riche, a été sauvé par un peu plus de rendement, même si évidemment en Vallée du Rhône Nord, c'était moins criant que tout ce qui était au nord. Alors je répondrai à toutes vos questions après, hein, avec grand plaisir, mais pour l'instant je déroule la presse, et puis ensuite on revient, je répondrai à chaque question. En tout cas, euh, ce qui est très intéressant dans cette dimension buccale, dans ce tactile un petit peu onctueux d'attaque, c'est que très vite, en fait, les papilles, évidemment, épousent enfin, avec beaucoup de bonheur cette générosité tactile, mais que derrière, on recentre très vite, hein, sur le cœur de la langue, en sensation acidulée, puis après, en fine sensation un peu sapide, voire légère amertume, mais très fine. Mais on est surtout je dirais, dans cette lecture instantanée et surtout assez jeune de Saint-Péret, dans, je dirais, la dimension un petit peu gourmande de Finale de Bouche. On a en rétro-olfaction un hiver un tout petit peu lactique, logique, hein, bien sûr, sur ces élevages-là, mais aussi cette dimension pêche de vigne très gourmande qui revient. Alors quand on l'aère un petit peu, ce qui est marrant, c'est qu'évidemment on arrive aussi, on plonge un petit peu on revient dans des nuances un peu mentholées, même chlorophylliennes, que je trouve assez particulier sur l'appellation. Souvent, on parle pas souvent sur ça, mais qui propose finalement un sentiment beaucoup plus aéré, beaucoup plus frais de la Marsanne et de la Roussanne que ce que l'on peut parfois découvrir. Donc, pour moi, ça a été vraiment un vrai coup de cœur parce que j'y ai trouvé, bah, d'abord une efficacité monstrueuse, c'est-à-dire
globalement vous servez ça à la maison, vous n'êtes pas du tout sur le profil de blanc rhodanien qui est des fois un petit peu trop alcooleux, trop chaleureux et autres. C'est un assez bon rassembleur, c'est-à-dire qu'il a vraiment, je dirais, tous les charmes et la possibilité d'aller à la conquête des palais les plus exigeants comme des palais les plus novices. Et donc, cette bouteille, elle répond, je pense, à un besoin d'immédiateté, de confort, je dirais de générosité tactile et de fraîcheur réunie. Donc c'est vraiment un bon compromis pour un début de repas bien pensé entre amis. Alors que servir bien sûr avec un beau Saint-Péret. Les Saint-Péret sont des vins qui ont quand même, par leur structure et leur dimension un peu aromatique, en l'état, quand même un petit peu moins de vertu au contact des saveurs marines, iodées, tout ce qu'on adore profiter pendant des périodes un petit peu plus chaudes, hein, des cuisines un peu plus, je dirais, légères. Là, on peut replonger évidemment dans tout ce qui est un petit peu plus de générosité, de texture. Alors moi, j'adore travailler les fromages avec les beaux Saint-Péret blancs, un pélardon, des Cévennes, avec quelques pêches rôties au romarin. Ça, c'est un petit sucré salé que je fais volontiers en fin d'été quand il reste quelques fruits sur les étals de l'été ou autre. Mais vous voyez, deux, trois pêches rôties avec un peu de beurre, du romarin dedans, de la fleur de sel, un petit peu de poivre, clac, et ça, on sert un petit pélardon des Cévennes qu'on pose tendrement dessus, tiède, hop, et on mange ça avec un bon pain à l'apéro. Ça peut être vraiment génial, et c'est surtout des choses qui font un peu écho aux nuances aromatiques de la chose. Mais sachez qu'en tout cas, vous pouvez amener les Saint-Péret blancs sur pas mal de choses, hein, tout ce qui est préparation un peu aérée, un peu texturée. Moi, j'aime beaucoup servir sur des soufflés au fromage. Alors, vous voyez, quand les températures vont s'effondrer cette semaine, vous penserez à moi en ouvrant votre bouteille de Saint-Péret. Ou alors, j'aime aussi beaucoup tout ce qui est un petit peu soufflé, type quenelle, etc. À condition aussi qu'il y ait une petite sauce qui l'accompagne. Alors, évidemment, c'est connu dans la région, mais globalement, on sait que les sauces naturelles, les choses comme ça fonctionnent relativement bien avec ces assemblages Marsanne-Roussanne. Et ça peut être évidemment un bon moment. Ça marche aussi avec tous les fromages de type pâte dure, ça vous en pâte pressée cuite, pâte ou tome et autres, hein, ça marche relativement bien. Et il y a bien sûr, surtout dans ces blancs, je dirais un confort de texture qui accueille aussi des poissons à chair noble. Et donc là, vous pourrez aller chercher bien sûr du bar de ligne, du brochet, des poissons qui ont un petit peu ou du cendre, hein, qui ont un petit peu de noblesse et bien sûr et qui peuvent être sans forcément dans une préparation trop complexe, être accueillis par cet assemblage Marsanne-Roussanne. Alors pour répondre à la question, Marsanne-Roussanne c'est 65-35 pour être précis sur ce millésime 2018. En tout cas c'est ce que précise François sur son site internet. Et puis je vais regarder s'il y a des petites questions que vous m'avez posées, mais je crois que ça a été relativement rapide. Mais n'hésitez pas à poser d'autres questions après. De toute manière on aura l'occasion d'échanger, de boire un verre ensemble s'il faut, et puis surtout de finir les bouteilles hein, avant d'aller manger. Voilà. Alors, je vais vous présenter un petit peu maintenant la deuxième bouteille du coffret, donc qui est à l'honneur ce mois-ci. Alors là, bon, les amateurs qui suivent Chef-d'œuvre depuis 8 ans vont rigoler parce que cette cuvée du papy de chez Stéphane Montez, bah, globalement, c'est pourquoi est-ce que j'ai servi cette cuvée aujourd'hui? Eh ben, tout simplement parce que vous le savez pas, mais au mois de juillet, le 19 juillet, on fêtait les 8 ans de chef-d'œuvre. Et figurez-vous que bien avant qu'on crée chef-d'œuvre, on avait fait une commande groupée de cuvées du papy. À l'époque, c'était des 2009. Et on avait, juste avec des amis, j'en avais acheté 240. Et au fur et à mesure des soirées chef-d'œuvre, j'en ai resservi à l'aveugle dans des soirées, tous les ans. En vin pirate, en choses comme ça, et on a vu évoluer cette cuvée, et puis on s'aperçoit bien sûr que c'est une bouteille qui évolue avec magie. C'est une bouteille qui est une des grandes valeurs sûres de la vallée du Rhône septentrional sur Saint-Joseph, avec une dimension, une texture, une profondeur qui lui permet en tout cas, à mon sens, d'aller tutoyer quelques belles côtes rôties, et donc de proposer à l'amateur à des prix relativement plus abordables, je dirais quelque chose de vraiment très sérieux. D'ailleurs, on l'observe en passant souvent au domaine ou alors quand on va à la fête des vins d'Ampuis en janvier, on voit bien que la cuvée du papy accompagne largement dans sa noblesse toutes les côtes dans leur noblesse les côtes rôties qui sont servies autour et qu'elle ne rougit pas au contraire quand elle est servie au cœur de tout ça. Donc c'est vraiment je dirais que c'est un phare, c'est une forme de super bouée pour les amateurs de grande syrah du Rhône Nord, avec l'assurance de trois choses. La première, c'est d'avoir un plaisir assez instantané, et c'est ce qui est remarquable aussi sur les derniers tirages de Stéphane Montez.
un peu moins boisé que dans le passé, un peu moins extrait, et surtout avec une dimension, une texture de notre en 2017, qui n'était pas forcément comme ça à l'époque, hein, quand on l'a goûté, mais qui maintenant qui devient vraiment très fondante, très onctueuse, très, je dirais très adéquate à une dégustation jeune, autant que pour vieillir. Et donc ça, je pense qu'il y a le domaine a passé un cap. Mais en tout cas, elle permet une forme d'instantanéité, de plaisir immédiat, mais surtout de faire vieillir. Et il faut pas hésiter à mettre des cuvées du papy en cave parce que ça vieillit divinement. Alors pour la petite anecdote, c'est à la fin des années 80 que cette cuvée a été un petit peu imaginée, pensée. C'était les vignes, les plus vieilles vignes sur Chavanais de Stéphane qui ont été isolées en hommage à son père. Et donc la cuvée du papy, ça a été évidemment je dirais une création pour faire plaisir à son père, à une petite forme d'hommage dans cette famille qui a le sens évidemment de la transmission, puisque, ben, vous le savez peut-être pas, mais globalement, les racines du domaine remontent quasiment au XVe siècle, ce qui est quand même assez dingue. Et donc, ça, non, pas tout à fait 15e, c'est 17e siècle, pardon. Mais globalement, c'est quand même très ancien. Alors dans la région, évidemment, il y en a d'autres des grandes familles qui font rêver comme ça, avec ces histoires fabuleuses comme la famille Chave. On est quand même euh, très différent dans ces secteurs de Saint-Joseph de ce qu'est le berceau d'appellation, c'est-à-dire mauve, hein. On est peut-être un petit peu moins dans le sérieux, dans l'instance minérale des granites, etc. Mais globalement, ici, avec des vieilles vignes, on a vraiment de la profondeur, et puis surtout, il y a une forme d'esthétisme apporté par la cuvée, par des élevages très calibrés, qui ont été des fois peut-être certes un peu ambitieux, mais qui maintenant, je trouve, sont beaucoup plus intelligents et qui sont surtout au service d'un plaisir un petit peu plus fondu. Donc très intéressant comme cuvée. Et d'abord, comme je vous disais tout à l'heure en introduction, une cuvée de demi-garde qui boxe quand même ici dans une catégorie un petit peu supérieure avec beaucoup de plaisir. Alors dans le verre, je vais pas ouvrir toutes les bouteilles ce soir parce que sinon je vais finir complètement cuit, mais globalement, c'est bien sûr la promesse de la Syrah dans sa dimension intense autour du poivre sauvage, de la tapenade en filigrane, d'un fouet qui est encore assez présent, très dense autour du noyau avec une nuance un peu cerise violette qui est très intéressante. Et puis surtout, on a cette dimension un peu lardée, fumée, mentholée, voire de la Syrah qui rappelle évidemment les codes aromatiques de tout ce qui se passe un petit peu plus au nord, notamment dans les côtes rôties sur les cuvées un peu sérieuses. Donc voilà, c'est la cuvée du papy, globalement, c'est une cuvée hommage à bien sûr son papa, mais chez Chef d'œuvre, c'est une cuvée hommage aux fondations de Chef d'œuvre, à toutes ces soirées que l'on a faites, à tous les membres qui nous suivent depuis 8 ans et qui ont reçu une fois une cuvée du papy dans leur coffret, d'autres vins de Stéphane également, mais globalement, euh, la course, évidemment, à ces bouteilles, pour l'amateur qui maîtrise son budget, elle est déjà lancée depuis longtemps et on ne peut pas forcément acheter tous les ans autant de ces cuvées. Alors évidemment, Stéphane, cette année, on a eu de la chance, le Covid arrive et on récupère quelques lots qui étaient dédiés peut-être à d'autres points de vente, à des restaurants, à des choses qui n'ont pas pu honorer leurs commandes et donc on en a entre guillemets profité. Mais évidemment, je pense très fort à tous les amis restaurateurs qui aujourd'hui redémarrent, pour certains très fort, mais surtout qui redémarrent, et c'est surtout ça qui compte. Voilà, alors ça c'était la deuxième bouteille et surtout le deuxième plaisir. Alors vous avez, on l'a assez bien résumé dans le petit leaflet qui accompagne le coffret que vous avez peut-être reçu ou que vous êtes en train de recevoir chez Chef d'œuvre, enfin depuis Chef d'œuvre jusqu'à chez vous. Ces deux cuvées, elles honorent, elles mettent en valeur évidemment l'excellence du rapport prix-plaisir en Rhône-Nord, qui a vraiment une des régions qui s'accroche à ça. C'est-à-dire que on l'a vu arriver le Rhône-Nord avec les grands Crozes, les grands Saint-Joseph, à l'époque les côtes-rôties qui étaient quand même un peu moins valorisés qu'aujourd'hui, mais surtout avec cette constance de qualité, ce côté un petit peu métronome. Il faut dire que la région a quand même enchaîné beaucoup de grands millésimes et beaucoup de belles années depuis, à part 2014 qu'on a connu un peu faiblard, 2008 un peu, et 2002, enfin franchement dans le Rhône-Nord, j'ai pas trop de pensées tristes quand je pense aux viticulteurs locaux, à part les éclats de grêle comme ça a pu l'être le cas par exemple l'année dernière, mais globalement la région a été quand même extrêmement gâtée en termes de vendanges. Et donc ça nous a offert à tous les amateurs une régularité, une qualité. Alors
Le risque dans la région, c'est quand même que les blancs deviennent un peu trop mûrs, mais ça, on gère plutôt pas mal. Aujourd'hui, on cueille un peu plus tôt. Mais sinon, en blanc comme en rouge, franchement, en dessous de 30 euros, entre 10 et 30 euros, vous avez un océan de plaisir et surtout avec des vrais vins, avec une vraie identité, puis surtout des vins de demi-garde parfois qui sont très intéressants. Donc, en ça, je pense que là, on ne peut que s'incliner et apprécier, continuer d'apprécier cette région qui garde la tête sur les épaules. C'est appréciable parfois et de pouvoir évidemment se payer ces flacons. Alors voilà pour le deuxième flacon et puis surtout la cuvée du papy. Alors avec quoi servir la cuvée du papy? Ben moi j'aime beaucoup évidemment la proposition des viandes un petit peu plus appuyées, un petit peu plus savoureuses, mais surtout peut-être encore dans des cuissons très simples pour ceux qui ont encore laissé le barbecue dehors et autres. Voilà, vous pouvez vous faire plaisir, mais aller chercher du canard, aller chercher peut-être pourquoi pas un colvert ou des choses, parce qu'on va approcher évidemment de toutes ces saveurs magiques qu'offre l'hiver. Allez donc chercher des viandes un peu savoureuses avec un relief un peu poivré, ça tombe très bien sur bien sûr ces grandes syrahs. Vous pouvez jouer avec le fumé, avec la dimension un petit peu également, des fois les préparations un petit peu plus je dirais laqué, un peu fumé, etc. Tout ce qui bien sûr répondra aux saveurs un peu d'olive noire, de poivre de noir, voire de violette un petit peu. Il y a plein de choses qui fonctionnent sur les grandes syrahs. Évidemment, s'il faut quand même un peu de fond, un peu de coffre, donc pas de viande trop subtile, pas de volaille blanche ou de veau, de choses comme ça, parce que là, franchement, on est vraiment dans le vin qui déborde complètement sur les plats. Mais ce qui compte, c'est bien sûr d'avoir quelque chose de très fusionnel avec une viande qui accueille évidemment tout ça. Alors le pigeon, bien entendu, tout ça, même si bien sûr on n'a pas toujours tendance à cuisiner ces viandes à la maison. Sachez évidemment que si vous faites simplement la cuvée du papy en mode apéro pour les potes, il faut penser à donc toutes les petites nuances un peu fumées. Donc le magret fumé, les belles charcuteries un petit peu smart évidemment, quelque chose de très subtil. Et puis vous pouvez penser bien sûr à tout ce qui est autour de la tapenade d'olive noire, des petits croûtons, des petites choses comme ça marche très fort. Et puis c'est le genre de vin qui répond très très bien sûr à cette tonalité méridionale aromatique autour de l'olive que vous pourrez trouver dans de nombreuses préparations. En tout cas, c'est une bouteille, je dirais un peu phare, un peu incontournable de ce secteur, et elle mérite, que ce soit dans un contexte absolument décontracté ou dans une cuisine un peu plus pensée, quelques préparations qui lui collent à la peau. Voilà, alors pour la dernière bouteille de ce coffret qui exige là donc qu'on sorte l'argenterie, j'ai voulu évidemment provoquer un peu vos sens. D'abord vous mettre dans les starting blocks pour les 6 dernières semaines des élections présidentielles des États-Unis, évidemment quand on est un peu inquiet comme pas mal de gens, j'imagine, sur cette planète de ce qui va se passer aux États-Unis. En tout cas, là, je vous emmène aux États-Unis. Je vais vous dire comment on a choisi cette bouteille du domaine Bericino, parce que d'abord, l'anecdote était super, mais surtout la rencontre avec le vin, elle l'a été encore plus. C'est surtout un choix qui a été un choix à l'aveugle, un choix de cœur, vraiment un immense coup de foudre, vécu encore une fois cet été. Et donc qu'on a voulu simplement mettre en musique et illustrer avec ce choix de bouteille, mais surtout en fait dire aux Américains que nous adorons leur vin, que nous adorons aussi les nouvelles versions des vins qu'ils produisent, et ça c'est très important que les Français aussi le sachent, c'est que les vins des États-Unis changent beaucoup, que les styles, les stéréotypes de ce qu'on a connu dans les années 90, les food forward, les notes par cœur, des vins appuyés et bétonnés par des élevages luxueux, c'est terminé. Et donc il faut être tout simplement sincère et applaudir et dire on se régale, donc merci et bravo. Et bravo donc aux gens qui, aux États-Unis, comme ces propriétaires de chez Bericino, qui pour moi font rayonner une viticulture beaucoup plus contemporaine aux États-Unis et surtout des lectures beaucoup plus émouvantes de certains cépages que l'on connaît parfois très bien chez nous en France. En tout cas, sans être trop militant, je peux vous dire que le domaine Bericino ne votera pas pour Donald Trump cette année puisque son propriétaire, Dixit Jean-Luc Souby, le propriétaire de Valais Transandine qui importe ce vin en France, a dit que si c'était Trump qui repassait, il quitterait définitivement les États-Unis.
C'est pour vous dire à quel point les effets d'annonce et je dirais les tensions sont hautes. En tout cas, sans en arriver là, on espère évidemment tous que les échanges commerciaux avec les États-Unis vont un jour redevenir un peu plus sains, un peu plus normaux, et qu'on arrête un petit peu évidemment avec ces taxes stupides qui, à part faire plaisir à une certaine tranche de la population très protectionniste, ne servent absolument pas à notre univers, le monde du vin, celui du plaisir, de l'échange et du partage. Alors, je vais parler maintenant évidemment de Biricino parce que ça mérite évidemment un bon coup de projecteur. D'abord, j'aimerais vous dire que c'est une aventure entrepreneuriale, que c'est un domaine qui a été créé à la fin des années 2000 et que c'est surtout la mise en exergue d'une AVA, donc une American Viticultural Area, qui est donc une vieille zone délimitée de la Santa Cruz Mountain. Donc, comprenez par l'AVA que c'est une forme d'AOC locale qui fut d'abord en 82, lorsqu'elle a été créée, une des rares à mettre en valeur la dimension topographique de la région, c'est-à-dire l'influence de l'altitude, de l'exposition, des coteaux, etc. Puis l'influence évidemment un petit peu océanique qui influe beaucoup dans ce secteur un petit peu méridional de la Californie. Et puis bien sûr, c'est un juste retour des choses que de voir briller aujourd'hui des domaines sur cette AVA, puisque elle a été historique, portée bien sûr par des très bons domaines comme Paul Draper, qui a évidemment chez Ridge Montebello érigé certains profils de vin dans la région au niveau je dirais d'œuvres d'art, suivi bien sûr par d'autres derrière, comme Bonnie Doon, qui a été aussi une autre success story des États-Unis. Et puis derrière, voilà, cette propriété qui, elle, a compris aussi qu'il fallait faire des vins peut-être un peu plus fins, plus émouvants, avec une viticulture un petit peu plus élitiste aussi, mais surtout dans un profil d'élaboration et de signature en vinification qui permet d'obtenir des vins beaucoup plus subtils, beaucoup plus floraux, beaucoup plus suaves. Finalement, des vins très différents de ce que l'on a connu aux États-Unis. Alors, au domaine, il faut savoir qu'il y a une bonne dizaine de terroirs différents qui sont donc des sélections des deux propriétaires qui évidemment veulent mettre en relief d'abord une identité parcellaire et deux, des très très vieux plans. Il faut savoir qu'au domaine, il y a une cuvée de Cinsault dont les vignes sont de 1893, ce qui est quand même absolument dingue quand on pense au matériel végétal dont on a hérité parfois en France et qui n'est pas forcément le plus glorieux, notamment pour le Cinsault, hein, évidemment dans le bassin méditerranéen. Là, il faut savoir que ce sont les plus vieux Cinsault du monde qui sont trouvables là-bas. Donc ça, rien que pour un amateur de vin, c'est archi excitant. Ensuite, il y a bien sûr d'autres variétés de cépages, et notamment le pinot noir que l'on adore évidemment mettre en avant, notamment dans les nouvelles lectures un peu contemporaines, plus contemporaines et plus fines que l'on trouve aux États-Unis. Et surtout ce pinot noir absolument bouleversant, enfin je dis vraiment bouleversant, d'ailleurs je vais l'ouvrir parce qu'il me donne envie, de ce domaine, parce que je trouve que dans la proposition artistique, stylistique, même si on n'est pas évidemment à Vosne-Romanée dans un premier cru absolument démentiel, on a quand même un bouquet qui vous embarque. On a aussi une suavité de tanin, une tendresse, je dirais une évanescence de toute cette matière qui fait qu'en fait, on rejoint beaucoup de propositions bourguignonnes. Alors évidemment, il n'y a pas les racines, il n'y a pas le calcaire évident dessous, mais alors, qu'est-ce que c'est bon! Et surtout, qu'est-ce que c'est abordable? C'est pas des cuvées qui sont trop chères. Aux États-Unis, bien sûr, le problème c'est souvent que les vins soient hyper valorisés. Des fois, on frôle le délire sur des cuvées. Alors la bouteille average c'est $30, et des fois c'est 100 pour une bonne cuvée, puis 500 sur des trucs qui globalement, je pense aujourd'hui, doivent trouver d'ailleurs un petit peu moins de public. Alors ça, c'est vraiment très encourageant. Ça permettra en tout cas à l'amateur de varier un petit peu les plaisirs, d'aller chercher évidemment des équilibres nouveaux dans les pinots noirs, dans ce cépage qu'ils adorent, et puis surtout d'être surpris. En tout cas, moi, je salue les personnes qui, en ayant reçu ce coffret ce week-end et qui l'ont ouvert de manière un petit peu instantanée, m'ont envoyé des textos en disant mais quelle découverte, quel plaisir cette cuvée. Voilà, c'est bien sûr la promesse de cette cuvée Biricino, c'est de dépaysement, une envie de voyager d'abord, un renouveau stylistique du pinot noir dans une AVA qui est historique, et puis surtout des viticulteurs un peu visionnaires qui n'ont qu'une seule obsession, faire des vins fins, infusés, digestes et à la fois vibrants. Voilà. Alors vous voyez, ça c'est du pinot. Donc, alors il faut savoir que sur la cuvée, vous reconnaîtrez assez bien
les lieux-dits. Donc là, c'est le lieu-dit de Saint-Georges hein, qui est mis en exergue. 13 degrés d'alcool, c'est des pinots qui sont à 70% éraflés. Donc dans cette cuvée, il y a 30% de vendange entière et qui subissent des élevages de 12 mois dans des belles pièces bourguignonnes. Donc la parfaite équation en fait de ce que l'on peut obtenir aujourd'hui, je dirais, dans des belles appellations de Bourgogne. Ce qui est, je trouve, très intelligent, en tout cas dans l'équilibre, c'est la fraîcheur, hein, bien sûr, les 13 degrés respectés, puis surtout la fermentation en levure indigène, très important, et l'extraction très très douce, qui pour moi ramène évidemment ce vin dans une lecture plus contemporaine, comme celle qu'on aime, évidemment, parfois chez certains domaines en Bourgogne. Alors, quand vous aurez, c'est ce que j'espère en tout cas, quand vous aurez la chance de goûter au domaine la cuvée de Cinsault, qui est déjà très évanescente, vous voyez, à la Rayas-like, vous voyez, dans cette infusion de pure fraise au sucre, c'est vraiment très très fin. Là, quand même, sur le Pinot, on voit un cousinage quand même entre ce Cinsault et ce Pinot. Donc moi, je souligne ça par les nuances et les fragrances aromatiques qui sont très belles. Hein, qui nous plonge ici dans une petite marmelade de fraises. Hein. Je ne sais pas si vous faites de la marmelade de fraises à la maison, mais on plonge là-dedans, quoi. C'est vraiment la compotée de fraises avec un peu de poivre de Sichuan à l'intérieur. Il y a une dimension noyau, une petite touche, je dirais ferrugineuse qu'on retrouve par certains secteurs de pommard, par exemple, qui est lisible au nez, mais qui n'est pas du tout visible en bouche. Et puis il y a cette floralité magnifique, hein, la pivoine séchée, la petite dimension rose, pétale. Et puis surtout, quelle classe, puis pas de bouquet de nuances toastées, vanillées, quoi que ce soit. On est vraiment à l'opposé total de ce qu'on a connu comme profil de Pinot, des fois un petit peu prétentieux, voire ambitieux. Et alors, ce qui est magique, c'est bien sûr aussi la bouche. Parce qu'en fait, vous voyez là, je l'ai fait exprès, je l'ai sorti de l'Eurocave juste avant de commencer la vidéo, donc à 25. Et l'Eurocave est à 14 degrés. Moi, je trouve que c'est vraiment sur ce fil de la fraîcheur un petit peu là, hyper désaltérant, qu'on a la meilleure juxtaposition de saveur, texture, sensation et fondu, dans la mesure où on voit bien que ce vin, mine de rien, n'a pas une sapidité, une minéralité très calcaire, ou tout ce que finalement les grands terroirs de Bourgogne proposent. Donc, je dirais que en cœur de bouche, si on le sert un peu chaud, il peut être un peu flappy, voire un peu sour, un peu sweet, mais sans sensation de douceur trop engagée, ni je dirais ni trop soutenue par des fois la puissance alcool, comme on peut le voir dans certains pinots qui font 14. Là, franchement, je trouve que à 13-14 degrés, le vin se tient parfaitement, l'acidité est bien saillante, le vin est rythmé, il n'y a pas de tanin quasiment dans cette cuvée, donc globalement, le coffre est là et ça déroule et il n'y a pas de dureté, à aucun moment on a la sensation que ça devient pénible et finalement bah, on en boit quoi. On en boit avec délectation, avec fraîcheur, avec je dirais jouissance même pour finalement boire le vin pour ce qu'il est, c'est-à-dire une belle boisson. Alors évidemment c'est d'abord un vin de fin d'été, de belles soirées de fin d'été. Là, si vous sortez encore un petit peu, vous mettrez un gilet, mais globalement, vous pourrez encore apprécier ce vin-là pour ce qu'il est en terrasse avec des amis. C'est vraiment un vin, je dirais, de consommation et d'instantanéité. Mais c'est aussi peut-être le vin qui vous accompagnera sur des viandes un peu fondantes, un peu travaillées au barbecue. Il y a plein de choses qui sont superbes à travailler, des ribs de porc, un petit peu à la texane, des choses comme ça. Moi, j'ai bien envie de faire voyager les gens avec ce genre de cuvée, mais globalement, ça épouse ça parfaitement. Il y a un plat aussi que vous devez absolument tester avec ce genre de pinot un peu infusé. Sur ça, c'est les figues. Des figues rôties, là, un peu de beurre, du romarin, vous déglacez avec un peu de Porto, vous mettez un trait de vieux balsamique au milieu, vous laissez tout ça rôtir au four tranquillement dans une cocotte 20 minutes. Et puis après, vous servez ces figues avec un peu de fleur de sel, là, paf. Ça peut être un condiment tout simple pour simplement accompagner une viande, qui peut être du canard, qui peut être voilà une viande qui tolère le sucre salé, bien sûr. Ça peut être du porc, du jambon, du porc ibérique, plein de choses. Mais globalement, c'est surtout, ça peut être aussi des figues seules pour les végétariens. Et c'est surtout aussi, sachez-le, un bon partenaire de la betterave. Donc si vous êtes végétarien, que vous aimez les vins rouges et que vous voulez goûter des choses encore un peu estivales, qui fonctionnent très très bien, à la fois sur la Syrah de Stéphane Montez, mais aussi sur ce genre de pinot, voilà, c'est la betterave. La betterave, ça peut se cuisiner cru, ça peut être cuit, ça peut être
fumé, ça peut être voilà, et il y a plein de choses qui se marient très très bien comme vin rouge autour de la betterave. Donc sachez-le, c'est je dirais un des meilleurs amis de ce type de vin rouge. En tout cas, on observera dans cette cuvée évidemment l'instantanéité, je dirais je dirais le plaisir immédiat. C'est pas forcément qu'une cuvée de consommation rapide. Ça vieillira 5-7 ans sans forcer dans une bonne cave. Je pense qu'après, on va un peu faner cet univers assez glorieux du fruit et de la fraise. Mais mine de rien, au passage, on saisit quelques moments de bonheur. Et c'est ce que je voulais vous inviter à faire, bien sûr en précisant cette cuvée. Alors, voilà, pour terminer avec cette magnifique bouteille, la troisième bouteille qui exige que vous sortiez l'argenterie, c'est une provocation, c'est une invitation à bien sûr voyager un peu, à voyager dans le verre, à réfléchir sur ce que les États-Unis peuvent proposer, et puis surtout aux lectures un peu contemporaines de ce que les États-Unis proposent. Moi, en tout cas, chez Chef d'œuvre, je pense que pour ceux qui aiment beaucoup le pinot noir et bien sûr ces différentes interprétations, qu'elles soient alsaciennes, magiques ou qu'elles soient champenoises, parce que les champenois, et je les salue au passage s'ils nous regardent, font aujourd'hui de plus en plus de beaux coteaux champenois rouges. On va voir ça surtout avec les derniers millésimes 2018, 2019, 2020. Là, ça va commencer à être quand même un peu sérieux. Et puis les Sancerrois, bien entendu, qui font aussi des pinots noirs assez intéressants. Donc voilà, la pluralité d'une cave autour d'un même spectre, d'un même plaisir ou d'un cépage, c'est aussi intéressant. Et il faut la développer, il faut la cultiver, il faut goûter. Et pour goûter, eh bien, il faut se laisser prendre par la main. Donc voilà, on vous a pris par la main avec cette cuvée et on espère surtout qu'elle vous aura plu. Alors je vais vous dire un petit mot maintenant pour terminer. Si bien sûr si vous avez des questions sur tout ce qui est autour de ces trois cuvées, du coffret de dégustation ou de ce que Chef d'œuvre propose, eh bien évidemment j'y répondrai avec bonheur. En attendant, je vais vous parler un petit peu du coffret découverte, qui est l'autre coffret qui a été le coffret initié et parfois demandé par vous-même, qui sont les membres de Chef d'œuvre qui nous suivent depuis 8 ans. Découverte, c'est vraiment deux orientations différentes. C'est surtout la volonté de boire intelligent, de boire fin et pas trop cher, et puis surtout d'une manière bien sûr un petit peu habile de gérer son budget. Donc avoir en tête que ce coffret, il boxe dans une autre catégorie, qu'on ne peut pas se permettre par exemple des cuvées comme ça, qui sont bien sûr hors budget pour ce coffret, mais on essaye en tout cas d'y mettre un maximum de plaisir et d'intention. Alors les deux cuvées qui ont été choisies pour ce coffret découverte, eh bien c'est alors je vais reprendre mon petit planning, mais globalement c'est un très beau crément de la famille Barthelmé. Vous l'avez, pour ceux qui étaient abonnés au coffret VO, découvert cet été. La famille Barthelmé, c'est la famille, c'est le domaine Alberman. Vous connaissez bien sûr toute cette signature et ils font un crément à pleurer. Là sur la base 18, à base de pinot blanc, pinot auxerrois pardon, dominant, qui est juste magique. Franchement, quand on goûte ça, quand on voit l'équation prix-plaisir et quand on regarde un petit peu derrière en se disant mais la Champagne, qu'est-ce qu'ils font à ce prix-là? En fait, la réponse c'est pas grand-chose. Et donc évidemment, ça fait partie de ces produits qui méritent évidemment d'abord un coup de chapeau, puis surtout un coup de projecteur quand on aime les bulles à prix doux. Il y en a d'autres comme ça en France, hein, les Vouvray effervescents de chez Foro, des fois certains millésimés de chez Huette, il y a le triple zéro de Jackie Blow, il y a des créments intelligents en Bourgogne qui sont extrêmement savoureux et évidemment on aime évidemment les mettre en avant. Mais tout ça, ça prouve bien que finalement, quand il s'agit de boire une belle bulle à prix doux, eh ben, on peut se régaler. Et c'était vraiment la démonstration, par exemple, avec cette cuvée de crément de chez Alberman. Ensuite, je suis mon petit planning pour vous parler un petit peu de la deuxième cuvée. Alors, on a mis une autre cuvée qui est là aussi, je dirais, un autre souvenir de vacances, peut-être pour ceux qui ont été se promener un petit peu dans l'Aveyron, mais qui est signé par un très très bel auteur, qui est Olivier Julien. Olivier Julien, que vous connaissez bien sûr dans le Languedoc, qui était je dirais, une des locomotives de l'appellation, des appellations des terrasses du Larzac, un des grands à avoir vraiment, avec la Grange Père, on entend bien entendu, mais à avoir fait briller cette région au milieu des années 90. Aujourd'hui, il faut le savoir, ben, il travaille un petit peu, il traficote un petit peu avec ses amis, il achète des gamets bio qu'il vinifie de manière assez joyeuse et qui, voilà, en termes de style, pour moi, rejoignent un petit peu les plaisirs que l'on peut avoir, évidemment, dans les grandes lectures du Gamay en Beaujolais, mais bien sûr avec un petit accent du sud-ouest en plus. Donc cette cuvée, elle est
évidemment une pure découverte, une provocation un petit peu, et puis surtout c'est une dimension assez tendre du gamay, un petit peu poivré dans sa dimension également florale et agréable, qui permet à l'amateur de se régaler autour d'une cuvée assez niche, signée bien sûr par un génie de l'appellation, enfin de cette appellation, enfin pas de cette appellation parce que là on est vraiment dans des secteurs un petit peu, je dirais, isolés, mais de ce que vous connaissez bien sûr en terrasse du Larzac. Voilà pour les deux cuvées du coffret découverte. Alors, vous voyez, l'orientation est très différente. La bulle abordable et évidemment le rouge plaisir spontané, très fin. Ce qui ne signifie pas qu'on ne peut pas cuisiner avec, ce qui ne signifie pas qu'on ne peut pas faire des beaux mariages avec. Évidemment, on a déroulé tout ça dans le petit leaflet de chef-d'œuvre et on a surtout mis ça en exergue sur le site. Mais pour ceux qui sont abonnés à ce coffret, sachez que vous retrouverez évidemment plein de suggestions et même des recettes dans le petit leaflet pour accompagner tout ça. En tout cas, j'enchaîne avec le coffret absolument rouge parce que l'heure tourne et j'ai pas envie que, évidemment, je vous laisse avant d'avoir terminé cette vidéo. Mais globalement, on a mis dans le coffret absolument rouge deux autres plaisirs. Alors il y en a une que j'ai là, que je voulais vous faire goûter. Bien sûr, la Loire. Là, on l'a encore très très bien vu cette semaine chez Chef d'Œuvre puisqu'on s'est encore régalé avec des saumures champigny du Château du Hérault 2017 qui sont franchement en rapport prix-plaisir absolument dingue. Enfin, on s'est éclaté. Mais on prouve bien que la Loire, avec les beaux millésimes qu'elle enchaîne, elle est en train d'écrire une partition magnifique pour les Cabernets Francs. Alors Chinon, c'est bien sûr une des appellations royales de cette région. Et Bertrand Sourdet, qui est un des auteurs récents, un peu plus récents évidemment, de l'appellation Chinon, est en train de changer un petit peu. Alors il y a plusieurs vertus, hein, c'est qu'il fait des très très longs élevages au domaine, et puis surtout il attend un peu avant de commercialiser les vins, parce que ça permet vraiment au Cabernet Franc de se détendre et d'offrir évidemment toute la composition aromatique florale et qu'on aime dans le Clos Rougeard, qu'on aime chez Guiberto, qu'on aime évidemment chez d'autres auteurs qui prennent le temps, comme Pierre Gauthier ou autres, qui prennent le temps vraiment d'élever longuement les vins. Et donc ça décompacte un petit peu tout ça, et la cuvée des Pensées de Palu, qui est donc une sélection de vignes et de jus à l'intérieur de ce domaine, qui maintenant est beaucoup plus morcelé, beaucoup plus parcellisé, avec, au service d'ailleurs de l'élégance actuelle des vins, une extraction très différente de ce que Bertrand faisait à ses débuts, et surtout des boisés beaucoup moins intenses, beaucoup moins marqués que ce qu'ils furent à une époque. Et donc ça, je le précise parce que voilà, Bertrand, il avait quand même une culture venant d'Espagne avec des fois des boisés un petit peu ostentatoires, un peu marqués. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même des grands vins, des très grands vins au domaine qui sont dans une infusion absolument magique. D'ailleurs, à ce titre, je vous invite à goûter absolument, mais vraiment absolument, la cuvée Les Rougeries du domaine, qui est une sélection parcellaire, mais aussi surtout une massale de Cabernet Franc du bourg du Clos Rougeard, donc c'est pas n'importe quoi en termes de matériel végétal. Et puis surtout, elle était incroyable en 2015. Alors évidemment, Bertrand, il s'est un peu énervé sur le prix, mais globalement, si vous voulez cocher une case dans les très très grandes lectures chinonaises avec 2-3 potes et servir ça à l'aveugle, c'est vraiment une cuvée que je vous recommande. Et il faut savoir également qu'il possède une petite partie de croix boissée qui a été isolée, alors aussi toujours là encore aussi beau, avec bien sûr la profondeur, le potentiel de garde et tout ce qu'on aime, évidemment, dans ce grand terroir de la croix boissée. Malheureusement, le prix est un petit peu décoiffant, mais c'est quand même quelque chose à suivre si vous voulez en tout cas prendre la température chez ce viticulteur qui, mine de rien, sur l'appellation Chinon, déroule assez bien. Petite anecdote assez croquante, il faut savoir que chez Chef d'Œuvre, quand on avait fait un masterclass autour de la Loire, on avait servi un Chinon rougerie à l'aveugle 2014 du domaine, et il y avait quand même tous les plus grands de Loire qui étaient là, tous. Hein, tous ceux que vous pouvez rêver de boire, on les a tous ouverts. Et bien finalement, on voit bien la supériorité de pédigré parfois de l'appellation Chinon sur le reste. Et ça se lit bien sûr à l'aveugle quand on compare des vins côte à côte. En tout cas, évidemment, pour l'instant, on peut pas le faire à cause bien sûr de la crise sanitaire, mais sachez qu'on reprendra tous ces masterclass avec le plus grand bonheur autour de verres de moments un peu conviviaux, en espérant qu'ils reviennent bien entendu le plus vite possible. Deuxième plaisir, évidemment, ça a été aussi une vraie découverte. C'était plutôt fin d'année dernière qu'on a découvert évidemment cette cuvée qu'on a trouvé vraiment très savoureuse. Alors évidemment, on n'invente rien encore ici. Le Pic Saint-Loup, c'est cette dimension d'altitude, cette fraîcheur naturelle proposée par ce terroir vraiment très haut et très frais au service bien sûr d'équilibre particulier dans les vins des terrasses du Larzac. Et donc ce domaine d'Hermitage Pic Saint-Loup compose en différentes catégories avec ses dominantes de Syrah et cette cuvée Sainte-Agnès qui nous a été servie à l'aveugle. Et donc ça, encore une fois, c'est pour vous dire un petit peu comment on va chercher ces plaisirs dans les coffrets de chef-d'œuvre. On va les chercher
pour ce qu'ils proposent dans le verre. C'est venu à la fin d'une très très longue série. Je me rappelle, il y avait Nicolas Derouin qui était venu nous aider à dénicher quelques plaisirs, etc. Il y avait aussi quelques clients de chefs-d'œuvre qui étaient présents, et puis bien sûr toute l'équipe de chefs-d'œuvre qui, sans connaître rien pour certains ou sans en étant évidemment sommelier pour d'autres, se sont mis assez d'accord sur cette cuvée Sainte-Agnès. Donc on a voulu évidemment la partager, la faire découvrir, et puis la mettre sous les projecteurs au degré bien sûr je dirais, de profondeur, de tactile et de perfection qu'elle propose, dans la mesure où là encore, les cépages méditerranéens sortent sans stigmate du sud, avec une grâce tactile, avec une vraie finesse, et bien sûr ces codes méditerranéens qui sont dominés et donnés où le ton est donné bien sûr par la Syrah, mais globalement l'assemblage final est très brillant et très fin. Finalement, vous voyez, ce coffret absolument rouge, il répond de bouteille, il répond à une réalité maintenant qui est que les régions de latitude nord comme la Loire n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui dans les maturités et dans la finesse d'extraction, mais surtout aussi à une autre problématique qui est, pour ceux qui sont dans le sud, à une extraction légère, à des vignobles d'altitude qui répondent bien sûr à des excès parfois de climat imposés par la région, par le climat. Voilà. Alors évidemment il y a un autre coffret, mais je vais pas peut-être tout vous dire. S'il y a le coffret qui s'appelle Absolument rouge, 3 bouteilles, et qui lui reprend un petit peu de tout ce que qu'on a fait déguster. Il y a une cuvée Pradel de Terrasse d'Élysée que vous avez pour certains découvert, donc une magnifique interprétation languedocienne du Cinsault. Ensuite il y a cette magnifique cuvée Trescol d'Olivier Julien, et puis c'est ce chinon de domaine de Palu que je viens de présenter à l'instant. Voilà pour les coffrets. Il y a bien sûr le coffret terroir de légende, mais qu'on a fait très éclectique ce mois-ci, parce qu'on a voulu évidemment mettre à la demande de chacun d'entre vous des millésimes rares, des choses vraiment niches, des tout petits volumes. Des fois c'est 6, des fois c'est 12 bouteilles, donc pour vous dire à quel point on a essayé d'être assez précis, en essayant de respecter évidemment la promesse de ce coffret terroir de légende, qui est de dire un vin jeune à mettre vraiment en cave et à attendre, et un vin à maturité pour bien sûr prendre la température et se faire plaisir avec ces grands vins de terroir. Alors il y a eu, je les cite en mille, mais des Clos des Papes 2012 de chez du Clos des Papes, évidemment, en contraste avec un Pouilly-Fussé Perrière de chez Ferret, hein, qui vient d'être classé premier cru sachez-le. Il y a eu des Clos de l'Arlot Blanc 2017 avec des Châteauneuf du Pape du domaine de Marcoux 2014. Il y a eu des Nuits Saint-Georges Vieille Vigne de chez Bertrand Chevillon, mis en contraste avec le Clos Blanc 2014 du domaine de la Vougeraie. Et il y a eu des Riesling Schönenbourg de chez Jean-Louis de la famille Trappet, avec un contraste intéressant en côte-rôtie, notamment sur la cuvée Maison Rouge de chez Vernet. Bref, que des beaux noms, que des grands terroirs, et surtout finalement une promesse tenue, un vin jeune et un vin à maturité. Donc tout le monde ne reçoit pas la même chose dans ce coffret. C'est quasiment impossible de se caler évidemment des achats sur ces bouteilles rares, mais en tout cas j'espère qu'ils répondront à tous ceux qui les ont reçus, aux besoins d'avoir des vins extrêmement émouvants à mettre en cave ou à boire à la maison. Voilà pour ce live autour des vins du coffret. J'espère que vous avez passé un bon moment, et puis surtout que vous avez été, j'espère, séduit d'abord par ces coffrets, que surtout cette proposition vous met encore en relief je dirais tout ce qui caractérise le sourcing chez Chef d'œuvre, avec de l'audace, un peu de découverte, bien sûr un écho aux très bons viticulteurs qui ont montré la voie, parfois des jeunes vignerons. En tout cas, on aura l'occasion dans les futurs coffrets de mettre sous les projecteurs d'autres régions montantes, et puis surtout des jeunes talents, des gens qui ont 1 ou 2 millésimes derrière eux. Donc c'est un petit peu ça aussi la promesse des coffrets, c'est de renouer avec l'actualité des domaines qui se rénovent, de ces jeunes qui font évidemment évoluer nos régions. Et puis on s'approchera bien entendu petit à petit des coffrets des fêtes de Noël, que l'on vous présentera bien entendu dans un contexte beaucoup plus festif, avec là encore des produits qui répondront aussi aux exigences des fêtes de fin d'année. Voilà, alors évidemment si vous avez des petites questions à me poser, c'est maintenant, parce qu'il nous reste quelques petites minutes, mais je regarde si entre temps vous avez évidemment commenté un petit peu cette vidéo. Je crois pas, mais en tout cas c'est... Salut Antoine, je consomme 1200 par année, est-ce grave docteur? Je dirais... Salut, je répondrai à la famille Amiot à Chambol-Musigny que consommer 1200 bouteilles par an, c'est pas du tout grave, au contraire.
Je dirais que c'est peut-être même ce qui pourra faire relancer notre filière viticole. La consommation des vins est essentielle et son marché également. On en parlait encore bien sûr hier soir avec les au Dîner de Gala et Sommets de Paris, mais cette crise, en fait, elle nous prend de plein fouet, elle prend la restauration de plein fouet, elle prend forcément l'export de plein fouet, mais il faut continuer de consommer, boire, et puis surtout garder un petit peu d'optimisme, parce que finalement, c'est ce qui nous permet de tenir dans ces temps un petit peu plus complexes. En tout cas, sachez que c'était un vrai plaisir de partager ces coups de cœur avec vous. J'espère que vous avez passé une belle soirée, et puis surtout que vous avez apprécié cette présentation de ces coffrets. Si bien entendu vous avez d'autres questions à nous poser, ben envoyez-nous un petit mail à contact@chefd'oeuvre.fr ou à mperondet@chefd'oeuvre.fr. J'y répondrai avec précision, passion et surtout, et bien sûr, les détails qui seront nécessaires pour répondre à vos interrogations. Sur ces mots, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux apéritif. Je vous retrouve, pour ceux qui se sont inscrits jeudi, pour un cours d'anthologie sur Zoom avec... euh, chronologie sur Zoom avec merci Antoine qui m'envoie un petit texto à l'instant, je sais pas ce qu'il m'a dit, mais on va voir ça tout à l'heure. Antoine Petrus. Je pense qu'on doit se voir jeudi pour le cours d'œnologie sur l'art de l'élevage des vins de Bourgogne. On va donc balayer en long, en large, en travers, les demi-muits, les 400 litres, les 600 litres, qu'est-ce que ça crée, les forêts, les toastages, les brûlages, les élevages courts, les élevages longs. On va parler de Chablis, de la côte chalonnaise, de la côte de Haute-Côte de Nuit. Je vais vous parler des vendanges grappées, des vendanges entières, de la structure alcool, qu'est-ce que ça crée dans les, etc. Ça va être très complet et ça va durer 2 heures. C'est gratuit, c'est pour tous ceux qui, bien sûr, se sont inscrits à ce cours d'œnologie. En tout cas, on aura je préfère vous l'annoncer en avant-première, en présentiel physique, digital, le patron, un des représentants, pardon, de la maison François Frère qui participera bien sûr à ce cours et qui nous donnera un petit peu les clés du sourcing du bois, du toastage, etc. Ça va être passionnant. Et on se retrouvera également bientôt pour un super live autour du saké en direct du Japon avec Kevin qui est parti faire du saké là-bas. On fera un truc pendant 1 heure que autour du saké. Voilà, c'était la promesse et les mots de la fin. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée et vous dis à bientôt autour d'un verre. Salut.